Direct, voilà. Moi je vais faire un petit parallèle en fait entre les jeux vidéo classiques et les serious games, et puis essayer de tirer des leçons du jeu vidéo classique. Le jeu vidéo classique ça existe depuis très longtemps, et le serious game en fait c'est très récent. Et comme tout bon pitcher, je vais commencer par le problème. Quel est le problème en fait du jeu vidéo et du serious game? C'est le retour sur investissement. C'est toujours coûteux et long de concevoir, de créer des jeux. Donc il faut que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner en fait? Pour le jeu vidéo, on a plusieurs modèles économiques. Le plus vieux, c'est le modèle premium. Donc c'est un jeu qu'on va acheter à la Fnac, à Leclerc, qu'on va payer full price, 40, 50, 60 € avec la TVA. Et une fois qu'on a acheté, en fait, c'est gagné. Donc même si le jeu il est pas bien, c'est pas très grave. Il y a le modèle freemium qui est plus récent, où là, c'est un petit peu plus compliqué. Le retour sur investissement, il va passer par plusieurs étapes. Il va falloir d'abord que les gens essayent le jeu, ensuite qu'ils restent dans le jeu, qu'ils y jouent, et qu'au bout d'un moment, ils se mettent à payer avec des microtransactions, par exemple. Dans le serious game, le retour sur investissement, c'est pas l'argent qu'on gagne. En tout cas, le but du dispositif, c'est pas l'argent qui est gagné, c'est de transmettre un savoir. Donc il y a beaucoup de serious games qui sont gratuits, pour les utilisateurs finaux en tout cas. Mais en fait, le but de cette démonstration, de tout ce que je vais vous montrer, c'est les leçons qu'on va tirer du jeu vidéo. En fait, la première leçon, ça va être de dire qu'un serious game, c'est un jeu vidéo. C'est la leçon numéro 0. En fait, quand on a des serious games de formation qui sont obligatoires, on est exactement sur le même modèle premium. C'est-à-dire que de toute façon, les gens ils vont y aller, ils vont devoir aller jusqu'au bout parce qu'ils doivent avoir une note. Donc en fait, on n'a pas cette même notion d'engagement qu'on peut avoir sur les jeux de sensibilisation, où là c'est optionnel, on joue si on veut jouer. Là on se rapproche du mode freemium du jeu vidéo classique. Pour vous pousser en fait la démonstration encore un petit peu plus loin, dans le jeu vidéo on a ce qu'on appelle un cône de transformation pour les modèles freemium. Acquisition, activation, rétention, monétisation. C'est un entonnoir, on met des joueurs en haut, c'est l'acquisition, ils viennent essayer le jeu la première fois. Activation, ils doivent aller au bout de la première expérience de jeu. Rétention, ils doivent rester, revenir, se reconnecter. Puis finalement, la monétisation, on va les faire payer. Si on regarde ça sur le serious game, en fait, on a exactement la même chose. On va d'abord devoir intéresser la personne pour qu'elle vienne essayer le jeu une première fois. On va devoir la captiver pour qu'elle fasse au moins une expérience de jeu jusqu'au bout. Pendant cette expérience de jeu, on va devoir l'impliquer. On va devoir la rendre actrice de son expérience. Et puis finalement, la monétisation, c'est dans le serious game, c'est la transmission d'un message. Bon, il y a des serious games qui récupèrent des messages aussi, c'est la transmission dans l'autre sens. Alors, jeu vidéo, what the F? Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Je me permets de rappeler des choses qui sont assez basiques, mais j'ai l'impression que c'est vachement oublié. Et il y a quand même des composantes assez particulières. Il y a un gameplay dans un jeu vidéo. Un gameplay, ça peut être plusieurs choses. Il y a des éléments de narration, il y a des éléments de réflexion, il y a des éléments de précision, et il y a des éléments d'action. Alors, on peut retrouver les 4 en même temps, ça fait un jeu assez riche et assez compliqué. Mais la plupart du temps, on en retrouve 2, 3 maximum. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que j'ai quand même pas mal de slides. What the F, ça veut dire what the fun, bien évidemment. Comment est-ce qu'on a du fun dans le jeu? Il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais personne ne s'accorde, donc j'y suis allé de la mienne. La plupart des choses d'ailleurs que je vous présente dans cette présentation, ça vient de mes cogitations. Il y a une première composante de fun qui est le fantasme et la contemplation. Le fantasme, c'est quand on s'imagine à la place de l'avatar. La contemplation, c'est on regarde, c'est beau, il y a des jolis graphismes, il y a du joli son, il y a une belle musique, il y a une ligne éditoriale intéressante. Il y a une deuxième composante de fun, c'est la partie challenge suivie de la gratification. C'est-à-dire qu'on donne une difficulté, on donne un objectif, ça déclenche un cycle de récompense dans le cerveau, qu'on va en plus adjoindre d'une gratification dans le jeu avec des bonus, ce genre de choses-là, ce qui fait qu'on va encore plus vouloir aller sur le prochain challenge. Et finalement, la troisième composante, c'est tout ce qui va être expressivité à l'intérieur du jeu. On veut pouvoir customiser son avatar, on veut pouvoir même possiblement choisir dans quel ordre on va vivre l'histoire, faire son histoire à soi. Et le partage social, c'est quelque chose d'assez récent, ça, mais une fois qu'on a choisi sa propre expressivité, on a envie de le partager avec les autres joueurs sur une plateforme, par exemple, ou alors publier un post dans Facebook et demander à ses amis de lâcher leur com.
Mais en fait, il y a une composante hyper particulière sur le jeu vidéo qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est cette non-linéarité. La non-linéarité, j'aime bien appeler ça la liberté décisionnelle. Je veux vivre le jeu comme je veux. C'est moi qui décide. Et en fait, mes choix doivent avoir des conséquences. Si vous faites d'autres choix, vous allez avoir une expérience de jeu différente. Si je rejoue une deuxième fois que je fais des choix différents, il va encore se passer quelque chose d'autre. Du coup, je peux faire des erreurs. Tout ce qui va se passer, c'est que j'aurai des expériences de jeu différentes. C'est quelque chose, cette non-linéarité, c'est l'essence, c'est l'ADN du jeu vidéo, et on se doit de retrouver ça dans un serious game, sinon c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est que c'est pas un serious game. Alors, super rapidement, Succubus, je vois que ça dessine. On fait des serious games en prestation de service, j'ai dit tout à l'heure, on est le pionnier français, on a un assez gros track record. On a fait, donc ça c'est une image d'objectif cardinal, ça c'est un truc sur la picole pour Happy Night, la ville de Nantes, c'est les dangers du binge drinking, j'entendais que ça en parlait tout à l'heure, on a fait ça en 2008. Ça c'est un autre pour Orange. Vous allez voir un peu notre actu après. On fait des jeux vidéo classiques aussi, puisque c'est là d'où on vient, tous en mode freemium, on n'a jamais fait de premium. Quasiment tous en autoproduction, donc, voilà, on a des chevaliers, des orques, des archers. On a des petits ours dans la forêt, on a un shooter avec un adolescent qui doit protéger sa petite sœur des méchants monstres qui sortent du grenier, on a la licence Akinator, on est en train de faire le jeu inversé sur Facebook, et on fait des technologies pour produire harder, better, faster, stronger, parce qu'en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, on en a vraiment besoin. C'est une grosse problématique chez tous les créateurs de serious game. C'est super cher un serious game. Donc les quelques moyens qu'on a, c'est d'avoir des chaînes de production qui nous permettent de déployer notre savoir-faire d'une façon beaucoup plus efficace. Donc moins cher pour nous, ce qui va nous permettre de marger, parce qu'avant en fait on margeait pas du tout, on perdait de l'argent. Donc grâce aux subventions, grâce à Pôle emploi notamment, puisque évidemment toute boîte qui se crée pendant 2 ans, elle a 10 salariés à 0, puisque c'est Pôle emploi qui les paye. Et c'est comme ça qu'on s'en sort, mais malgré tout c'est pas pérenne. Donc ça c'est un exemple de truc qu'on fait dans les technologies. On fait un simulateur d'avatar, donc de personnages 3D. Donc l'idée c'est d'avoir plein d'expressions de corps, de visage. Et puis on a un outil auteur, je vais en parler un tout petit peu plus après, qui permet en fait de créer ses propres simulations. On a créé ça pour nous au début, parce qu'on en avait besoin, parce qu'il fallait qu'on aille plus vite dans nos productions. Et depuis très peu de temps, on a ouvert cette plateforme-là. Et moi, ma raison aujourd'hui de ma venue à Segamed cette année, c'est de trouver... C'était la question de tout à l'heure. Quel est le rôle je crois que c'était oui. Quel est le rôle du coup des académiciens? C'est la création du contenu. J'ai pas répondu tout à l'heure, mais votre rôle c'est la création du contenu. Nous, l'expertise métier, on l'a pas. On n'a absolument aucun intérêt à l'acquérir en plus. Un studio comme le mien, qui est généraliste, qui travaille dans le management, dans le commercial, dans la santé, j'en passais des meilleurs, dans le militaire. On a vraiment fait beaucoup de choses différentes. On peut certainement pas acquérir toutes les expertises métiers, puis encore moins dans la médecine, quoi. Donc c'est ça votre rôle. Par contre, nous, notre rôle, c'est de réussir à capter cette expertise et transformer ça en jeu. Et ce processus-là, il est très long, il est très coûteux. Du coup, on développe des outils, et puis idéalement, on vous les donne à vous, et du coup, vous faites vous-même vos jeux. Ça, c'est des exemples de sortie, d'autres exemples de sortie de ce qu'on peut avoir avec l'éditeur. Donc là, on est plutôt sur le monde du management, avec des personnages qui sont tirés d'un jeu de mafia. Vous allez le voir après, c'est pour ça qu'il a une tête de psychopathe, le manager, en bas. Exactement, donc on voit, hein, c'est exactement les mêmes technologies, mais avec un autre style graphique beaucoup plus photoréaliste, un style, presque le même personnage, mais sur un style cartoon. Puis on a un petit exemple. Bonjour Dave, merci de me recevoir aussi rapidement. Je vous en prie, bienvenue chez Succubus, Laure. Ouais. Vous venez pour Serious Talk, c'est bien ça? Comment souhaitez-vous que je vous présente Serious Talk? Quelles sont les caractéristiques principales? Navigateur, smartphone, tablette, tous les supports peuvent accueillir notre outil. Et ça, c'est une force. C'est une force, ouais. Donc c'est des enregistrements faits à la maison, hein, donc c'est pas du super voice acting. Pour ceux qui ont participé au Gamaton, c'est la voix d'Aurélien qui était sur le garçon, et c'est une petite stagiaire qui nous a fait la voix de la femme. Mais en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont enregistré, il n'y a pas eu une seule ligne de code qui a été tapée après, il n'y a eu rien, il y a eu clic sur upload de l'audio, et puis les personnages, ils synchronisent la bouche automatiquement, ils déclenchent les attitudes en fonction de ce qui est dit.
On peut pas faire plus vite. On a mis très longtemps avant d'arriver là quand même. Donc j'avais dit 3 leçons. C'est quoi les 3 leçons que le jeu vidéo peut apporter au serious game? D'abord, la production. On va comparer. Un jeu vidéo, c'est super cher. Un serious game, c'est quand même moins long. C'est quand même moins rejouable. C'est quand même moins AAA, moins qualitatif qu'un jeu vidéo classique. Ça reste quand même aussi super cher un serious game parce que en fait, ça utilise les mêmes technologies, ça utilise les mêmes problématiques de conception non linéaire, etc. En plus, on rajoute la partie pédagogique, donc du coup là, pour le coup, on rajoute du prix. Les solutions, c'est de réutiliser les bases techniques et graphiques. Donc on en a déjà pas mal discuté dans la table ronde. Je ne vais pas énormément m'attarder là-dessus, mais l'idée c'est de dire on a déjà fait cette production-là, on réutilise pour repartir sur une autre production qui n'a rien à voir, mais en fait, on a la même base technique, même la même base graphique, ça permet de gagner énormément d'argent. Une autre solution, c'est de faire soi-même. Mais ça, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a un exemple avec l'Université de Pharma de Lille ce matin, où, à part la base graphique qui a été faite en externe, mais tout a été fait par eux. Et puis, la base graphique, elle a été développée une fois, elle a été mise sur la plateforme, et maintenant, elle est réutilisable. Donc, on est vraiment sur ce principe-là. Dans votre cas à vous, ça s'appelle le patient virtuel. J'attendais désespérément que quelqu'un énonce ce terme-là, et on ne l'a pas eu aujourd'hui, j'étais très surpris. Un patient virtuel, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais sur un cas médical. Alors, je vais faire le mec chiant, je vais expliquer ce que c'est qu'un livre dont vous êtes le héros. C'est un livre où il y a 250 chapitres plutôt que 15, et puis à la fin de chaque chapitre, on demande au lecteur où est-ce qu'il veut aller. Donc on retrouve un petit peu cette notion de non-linéarité dont je parlais tout à l'heure, parce que si on fait d'autres choix, en fait on ne va pas lire le livre dans le même sens, il n'y aura pas la même histoire qui sera racontée. On offre au lecteur plusieurs chemins. Voilà. On peut relire le livre et vivre une autre expérience. Et nous c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait des branchements qui permettent de continuer l'histoire de 2 façons différentes. La première façon, c'est les branchements décisionnels. On va demander au joueur: que voulez-vous faire maintenant? Et c'est lui qui va choisir comment est-ce que l'histoire continue. Mais il y en a un deuxième qui est particulièrement important, c'est le branchement conditionnel. Le branchement conditionnel, c'est pas un branchement qu'on va montrer à l'utilisateur, on va lui cacher. Par contre, on va regarder en fonction de tous les choix qu'il a fait avant, ça a fait bouger des jauges. Et on regarde l'état de ces jauges, et si les jauges sont pas bonnes, on va l'emmener vers la mauvaise fin, et si les jauges sont bonnes, on l'emmène vers la bonne fin. En fait, avec uniquement ces 2 composantes, vous êtes capable de déjà simuler quelque chose de particulièrement complexe. Donc, c'est sur la base de ce modèle-là qu'on a fait cet outil auteur qui permet à des gens qui ne sont pas programmeurs de faire ça. Il va toujours rester un autre problème qu'on va voir juste après. Leçon numéro 2, la création. La création de contenu. Donc on revient sur cette expertise médicale. Donc on a une notion de pédagogie, puisque dans notre cas aujourd'hui à Segamed, on est en train de transmettre un contenu descendant du jeu vers l'utilisateur. Donc c'est typiquement un contenu pédagogique. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un jeu vidéo, et je vais être super chiant parce que je vais encore le répéter aussi sur la 3e leçon, en même temps c'est un peu la thématique de ma conf. Le contenu doit également être ludique, donc on doit s'amuser, on doit avoir du fun. Vous vous souvenez les premiers slides? En fait, on expliquait ce que c'était que le jeu vidéo, mais je ne l'ai pas vu beaucoup dans le serious game. La non-linéarité, sacrée non-linéarité. En fait, c'est vachement compliqué, même pour nous, et c'est pour ça que le jeu vidéo coûte cher. Faire des choses qu'on peut revivre de plusieurs façons différentes, c'est pas facile à concevoir. Ça demande du temps, même si ça apporte beaucoup de qualité, ça coûte plus cher à produire. C'est un métier, c'est ce qu'on appelle le game design en fait. Et aujourd'hui, faire un serious game avec un expert métier, avec un développeur, avec un graphiste, mais sans game designer, c'est pas vraiment faire un serious game. C'est faire un dispositif interactif qui peut être tout à fait efficace. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est pas un serious game. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est gamifier. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la gamification. Là, on ne parle pas de jeu vidéo, c'est un processus. On doit faire quelque chose, sauf que quand c'est rébarbatif, quand c'est un peu pénible de faire quelque chose, on donne des petits objectifs. Tiens, il faut que tu réussisses à le faire 5 fois en moins de 10 minutes et tu vas gagner 10 points. En fait, je parle de gamifier les créateurs, pas les utilisateurs finaux. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais... je n'arriverai jamais à insister assez là-dessus. Je vois personne dans le monde qui ne va vers cette direction-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de gamifier les utilisateurs. Les utilisateurs, s'ils ont besoin d'un contenu, ils vont aller le chercher.
Voilà. Ils vont juste regarder si le contenu est bien foutu ou mal foutu. Si le contenu est bien foutu, ils vont faire un peu l'effort. Surtout dans le cadre d'une formation, on a un engagement, c'est le modèle premium, les gens ils sont là pour se former, donc ça sert à rien de trop leur simplifier la vie. Moi je vois la Khan Academy, ce genre de choses-là, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus que du contenu qui est mis à disposition. Par contre, les créateurs du contenu, eux, on leur fait la vie dure, quoi. Il faut apprendre à bouffer une API, il faut monter des trucs sur la plateforme, il faut galérer, il faut tester, il faut vérifier, c'est super compliqué. Et jamais on s'est intéressé aux créateurs de contenu. Donc, Madame Galina, votre rôle, pour moi, il est fondamental. Vous êtes là pour créer du contenu, et nous, notre job à nous, c'est de vous faciliter la vie sur la création de ce contenu. C'est ça ce qu'on doit faire. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Donc on parle de communauté maintenant. Il y a les joueurs, mais il y a aussi les créateurs. Les créateurs font partie de cette expérience. J'ai particulièrement apprécié la présentation des gens qui formaient les infirmiers en leur faisant concevoir un jeu vidéo. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. On voit vraiment cet exemple de communauté au-delà de simples joueurs. Les créateurs de contenu, donc nous, en tant que créateurs de technologie, on s'extrait de cette communauté. Par contre, on rajoute vraiment les créateurs de contenu pédagogique. Et donc on pourrait parler de social serious games, donc des jeux vidéo sérieux. Social, c'était en fait la thématique de ma conférence d'il y a 2 ans. Pascal a essayé de me dire « Allez, vas-y, recycle, tu utilises la même ». J'ai failli, en fait, je l'ai refait une quand même. En fait, c'est quasi inexistant. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites. C'est faisable, hein. Il suffit de rajouter des notions de défi. Je défie quelqu'un sur cet exercice-là. Il suffit de rajouter des notions de scoring, de leaderboard, qui est-ce qui est le meilleur. On a l'esprit compétitif. Il suffit de rajouter des achievements. Donc ça, c'est la partie gamification. Pouvoir montrer qu'on a gagné ces achievements. Des notifications pour dire « Ah, ton copain, il a fait un meilleur score que toi. » Du coup, ça t'engage à retourner sur la plateforme. On peut le faire. Mais ce qui est vraiment très, très, très difficile, c'est de faire du vrai collaboratif lié avec la pédagogie. C'est-à-dire que là, les notions de jeux sociaux dont je vous ai parlé, c'est des notions qui vont juste vous engager à jouer. Ce n'est pas des notions qui vont mieux vous faire passer le contenu. Ça n'aide pas du tout à la transmission du contenu. Et donc, faire du collaboratif qui aide à la transmission du contenu, je ne l'ai encore jamais vu. Et pour avoir essayé d'en concevoir, je peux vous dire que c'est particulièrement complexe. Alors par contre, le social learning, ça vous avez peut-être entendu parler, c'est assez récent, il y a Open Classroom en France, qui marche plutôt pas mal. C'est le principe de gamifier la communauté d'utilisateurs, mais on va quand même aller à un cran au-dessus. Il y a une approche progressive. On se rend compte qu'en fait, les gens qui commencent ces parcours de formation, les MOOC par exemple, ils abandonnent en fait. Il y a, je ne sais plus, la stat, c'est juste complètement catastrophique, c'est plus de 90% des gens qui abandonnent. En fait, cette stat-là, moi, elle ne me plaît pas tellement. Parce que les gens, ils abandonnent, oui, mais au bout de combien de temps? Et est-ce que peut-être les premières semaines, les premières heures, ça leur a pas déjà transmis un petit peu de contenu? Est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser là-dessus? En fait, Open Classroom, ils sont partis du principe que les gens, ils vont abandonner, c'est sûr. Donc, ils ont fait des contenus qui sont intéressants tout de suite et valorisables immédiatement. Ils ont fait une approche progressive pour dire, si vous voulez vous impliquer en fait dans le processus, il y a plusieurs étapes, les unes après les autres. On a commencé par faire du tagging et du ranking, c'est-à-dire que sur tout cet ensemble de contenus, on peut imaginer que nous, on aura réussi à gamifier les créateurs de contenu. Donc, on est super content, on a énormément de contenu sur la plateforme, bravo à nous, bravo aux créateurs de contenu. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce contenu? Lequel est bon? On a eu une conférence aussi pour expliquer. Voilà. En fait, les utilisateurs, eux, ils vont passer sur le contenu, ils vont l'utiliser, donc ils vont être capables de le taguer pour dire, voilà, moi j'ai appris ça, ça, ça. Ils vont être capables de mettre un ranking, c'est 5 étoiles, c'est 3 étoiles, c'est 1 étoile, franchement, c'était nul, voilà. Ça, c'est quelque chose qui se fait déjà très très bien, c'est assez fréquent. L'étape d'après, c'est le partage de connaissances. En anglais, ils aiment bien appeler ça le peer-to-peer knowledge sharing. En fait, le principe, c'est de dire, ok, vous êtes passé sur un MOOC, mais vous êtes passé sur un MOOC, c'était social, il y avait d'autres personnes avec vous sur le MOOC. On n'attend pas que vous soyez en online, on n'attend pas que vous suiviez le MOOC pour comprendre ce qui se passe, ou pour apprendre. On espère aussi qu'à la machine à café, après, vous allez en parler entre vous. Et cette chose-là est particulièrement importante. Alors si ce n'est pas la machine à café, ça peut être les forums, ça peut être le chat, ça peut être plein de choses qui vont faire qu'on va favoriser l'échange entre les apprenants. Pendant. Le peer assessment, alors ça, ils ont réussi, j'étais vraiment épaté. C'est le fait de dire qu'un élève doit évaluer un autre élève pour savoir s'il a bien réussi son questionnaire. Alors là, voilà,
Du coup, comment on fait pour évaluer? Il faut soi-même connaître le contenu. Et en fait, c'est, selon eux, quelque chose qui fonctionne diablement bien. Ils font évaluer par 3 personnes, ils font la note moyenne, et puis ça donne la vraie note au 4e élève, quoi. Donc, les apprenants prennent ça très très au sérieux et s'investissent énormément. On est sur un entonnoir, hein. C'est progressif, il y a de moins en moins de personnes qui arrivent à ce stade-là. Et le stade ultime, c'est la création de contenu. Donc là, je vais loin, hein. C'est ma solution. On va transformer les joueurs en créateurs du contenu. Donc ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin des experts métiers, des académiques, désolé Galina, c'est fini pour vous. Maintenant, c'est carrément les utilisateurs, c'est les joueurs, c'est les étudiants, c'est eux qui vont créer le contenu. Bon, ceci dit, il vous reste un rôle, vous, on va vous transformer en valideur. C'est-à-dire qu'on espère que cette plateforme, ces plateformes vont avoir du sens parce qu'il y a beaucoup de contenu. Le contenu, je le vois bien aujourd'hui, même en regroupant tous les experts ici, on voit l'initiative de l'Université de Lille, c'est difficile de récupérer du contenu de tout le monde. Donc, gamifier, oui, mais alors même carrément déléguer en fait aux joueurs. Donc ça, c'est une leçon qui vient du jeu vidéo. Parce qu'en fait, les créateurs de contenu dans le jeu vidéo, sur les jeux qui fonctionnent bien, c'est les joueurs, ils font des mods, ils rajoutent des niveaux de jeu, ils transforment, ils aboutissent, et c'est souvent, il y a des jeux particulièrement bons qui sortent comme ça, hein, sur... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça marche très bien. Troisième et dernière leçon. J'ai encore repoussé un coup de gueule, je suis un chieur. Les analytics. Quelles sont les leçons du jeu vidéo? En fait, ça vient pas vraiment du jeu vidéo, j'ai un peu triché là, mais il fallait quand même que je le casse, donc on va dire que c'est du jeu vidéo. Donc c'est de plus en plus présent. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est utile pour savoir si ça marche. On essaie aujourd'hui de projeter les analytics qui sortent d'un parcours sur des objectifs pédagogiques, et puis voilà, on voit il y a eu une progression, donc on valide l'efficacité. Je vous ai un petit peu gâché la surprise tout à l'heure. Moi, ok, et alors, ça marche, super, bon et ça me sert à quoi? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est ça l'objectif d'un analytique. C'est pas c'est super, ça marche, non, c'est ça marche pas. Du coup, je vais pouvoir améliorer parce que je sais où ça marche pas, je sais comment ça marche pas. Et donc, on va parler de deep learning, qui est un mot super buzz, très très à la mode en ce moment, en tout cas dans la communauté scientifique. Vous avez vu Google, Daydream, tout ça, machin. En fait, c'est exactement le même principe. Appliqué aux jeux vidéo, l'idée c'est de sauvegarder les traces de jeu. Donc, quand un utilisateur déplace sa souris et clique, en fait, on va sauver ça. Tous les inputs qui sont donnés par l'utilisateur. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais bon, globalement, une fois qu'on a 10 000 personnes qui ont joué à un jeu, on va lancer un algorithme qui va apprendre. Et apprendre, en fait, ça veut dire catégoriser, c'est-à-dire qu'il va regrouper les gens qui ont joué en segments. T'en parlais un petit peu, je crois, Emmanuel, tout à l'heure. Une fois qu'il y a des segments, en fait, on va demander à l'algorithme de deviner pendant que quelqu'un est en train de jouer. C'est toi, Jean-Marc, pardon. Non, oui, ok, ouais. Non, mais c'était directement sur le jeu, c'était Emmanuel, je me souviens. Et j'écoutais pas pendant Jean-Marc, j'étais en train de faire ces slides-là. Non, mais du coup, je compte sur toi pour, dans l'avion, me refaire ta présentation. Donc, deviner, ça veut dire que je suis en train de jouer, mais il y a 10 000 personnes qui ont joué avant moi. Et l'algorithme, il a classifié les façons de jouer de ces 10 000 personnes. On a entendu un petit peu les profils de Bartle, on a entendu les problématiques de ces profils de Bartle. Là, en fait, on n'a même pas de nom. Il y a des segments, c'est un algorithme qui a sorti. Alors, généralement, l'être humain aide un petit peu quand même pour que l'algorithme soit plus efficace. Et donc, on va deviner, tiens, toi, tu rentres dans telle catégorie, tu joues comme ces gens-là. Du coup, je sais prédictivement ce que tu vas faire plus tard. Et du coup, je peux adapter. Je peux adapter l'expérience de jeu de façon à ce qu'elle soit meilleure pour ce joueur-là. Imaginez sur Amazon, voilà, on se rend compte que la personne, elle a cliqué 10 fois de suite en bas de l'écran, dans la partie en bas à gauche, dans le segment des gens qui ont fait un achat de moins de 30 jours dans la catégorie high-tech en mode cadeau. Voilà, j'en sais rien, c'est un truc... mais c'est ça, ce qu'on a comme voilà, c'est un segment. Voilà. Il s'avère que ces gens-là, ils ont tendance à acheter ensuite des produits beauté. Le premier truc qu'on va faire quand quelqu'un vient de faire 10 clics dans la partie en bas à gauche, là, un produit beauté. Voilà, on va même directement l'envoyer sur la page, et puis on va faciliter, on va transformer, on va jouer les stats en fait, quoi. Dans le monde du serious game, ça peut, ça doit, j'espère, nous on est juste à l'étape d'avant, on n'a pas encore réussi à aboutir notre R&D jusqu'au bout, faire des vrais miracles. Parce que adapter l'expérience de jeu en dynamique, de façon à pouvoir s'assurer que la transmission s'est bien passée,
Ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, c'est dans le cas où ça marche pas. Si on a validé et que tout marche bien, pourquoi faire mieux? Donc en conclusion, c'est la fin de ma conférence. Les leçons, outre la leçon 0, hein, c'est faites un jeu vidéo s'il vous plaît. Faites un jeu vidéo sérieux, faites un jeu. Et une fois que vous aurez fait un jeu, les 3 leçons à tirer de l'industrie du jeu, c'est qu'il faut réduire les coûts, notamment grâce aux outils auteurs. Si possible, utilisez le mien, ça m'intéresserait. Il faut également gamifier la communauté des créateurs. Alors, notre outil, on a quand même vraiment fait attention pour qu'il soit sympa. Ça, c'est ce qu'on doit faire maintenant. On doit être gentil avec vous, on doit vous donner des petits challenges. J'aime pas quand tu m'approches comme ça. Est-ce que tu sais que j'ai fini? Et il faut jouer avec le deep learning. Nous, on ne va pas y arriver tout seul. On est quasiment les seuls à essayer d'aboutir cette approche dans le milieu du jeu vidéo au sens large, pas juste du serious game. D'enregistrer des traces haute résolution, c'est-à-dire où on est capable de rejouer 100% de la partie plus tard, sans avoir placé des marqueurs. Et puis du coup se poser des questions après. Et on n'a encore jamais vu ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait... J'avais déjà lancé l'appel il y a 2 ans, on a un peu plus avancé, mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui se mettent à faire ça. Merci. Merci beaucoup Laurent. Merci, il y a déjà des réflexions. Alors je commence par le haut de l'amphi, je redescends. Emmanuel pour te passer ça. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais 2 petites questions. La première, c'est quel environnement utilisez-vous pour créer les jeux, type Unity ou autre? Et la deuxième question, c'est donc concernant les Learning Analytics. Est-ce que donc j'ai compris que vous aviez développé vos propres algorithmes, bien sûr, mais est-ce que vous êtes inspiré de certains algorithmes qui étaient déjà disponibles gratuitement ou non, et comment vous avez transformé un peu? Donc 2 questions techniques. La première, quel environnement on utilise? J'allais dire, c'est vraiment pas pertinent. On utilise en fonction des besoins l'environnement qu'on a besoin d'utiliser. On est une boîte qui a 15 ans d'expérience et on est passé à peu près partout. Donc 3D temps réel, Flash, HTML, papier crayon. Ça dépend des besoins. On a développé... Juste un détail, si tu me le permets, c'est que quand une boîte a 15 ans, en règle générale, on la salue en baissant la tête parce que le taux de mortalité des entreprises en France, je vous rappelle qu'il est juste, mais apocalyptique, entre 3 ans et 5 ans. 15 ans, c'est de l'ordre du miracle. Et je pense, j'ai de bons indicateurs qui disent que l'an prochain, je vais peut-être gagner de l'argent. C'est quoi qui sponsorise? Attends, j'ai dit gagner de l'argent, hein, j'ai pas dit en mettre de côté. Doucement, on va attendre 20 ans. Oui, enfin ceci dit, oui, c'est un parcours du combattant, surtout dans ce milieu-là. Hein. C'est le jeu vidéo, et puis alors, encore pire que déjà le jeu vidéo, c'est très dur. Le serious game, on n'avait pas choisi, on ne savait pas au début. Hein. Donc on utilise plein d'environnements. Nous, il y a quelque chose qu'on nous demande très souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est les risques psychosociaux, c'est tout le temps, on en a fait plein. Et beaucoup, du coup, tout ce qui est sensibilisation, donc où il faut faire du storytelling, faut que les gens puissent se mettre en situation, faut qu'ils puissent faire des mauvais choix pour voir les conséquences de ces mauvais choix dans le jeu, mais quand même continuer l'expérience de jeu, etc. Donc pour ça, c'est beaucoup de jeux d'aventure point and click, et donc on a développé un moteur de jeux d'aventure point and click avec des outils auteurs qui nous permettent de marger. C'est pour ça que j'espère que l'an prochain on va gagner. Et donc ça, c'est notre technologie propriétaire en fait. Donc on a décidé de partir nous-mêmes pour dire, Unity en fait, c'est pas du tout efficace en termes de coût de production. Pas du tout. Mais normalement, si on fait bien notre job, vous n'avez vraiment pas besoin de savoir ce qui se passe. Rentrez votre expertise métier, vous rentrez votre game design, ça marche. Voilà. Choisissez vos graphismes, on n'en parle plus. Alors s'il n'y a pas les graphismes, vous les rajoutez en plus dans la plateforme, mais voilà. Normalement, pas de ligne de code. Et la deuxième question, un réseau de neurones, c'est 200 lignes de code. C'est quasiment rien, ça existe depuis 40 ans. Par contre, ce qu'on en fait aujourd'hui, voilà, c'est Google qui complètement mène la danse là-dessus. Dans les entreprises, on n'invente quasiment rien, c'est très rare. On a réussi à inventer des trucs, mais on a mis vraiment des années et des années. Par contre, ce qu'on sait très bien faire, c'est utiliser des publications académiques et les implémenter proprement et en faire quelque chose qui fonctionne. Donc oui, bien sûr, c'est des algos tout à fait classiques, sauf qu'on les a fait, on va dire, intelligemment. Voilà. Oui, donc Emmanuel, gamificateur d'experts, donc pour renchérir sur un de tes points. Bien, ça me plaît ça.
Donc il y a, alors oui, c'est juste pour les 3 exemples de projets que je vous ai montré tout à l'heure. Dans les 3 cas, il y a eu formation réciproque. C'est-à-dire, on voit qu'ils sont assez jeux, ce sont des jeux, des serious games qui sont assez jeux vidéo, visiblement. Dans chaque cas, on a pris le temps, pendant quelques jours, d'avoir des formations réciproques. C'est-à-dire qu'on a formé des psychologues de l'orientation professionnelle à ce que c'est que le jeu, le gameplay, leur faire jouer à des jeux, leur montrer les modèles existants du jeu, les définitions, ce que ça voulait dire un gameplay, etc. Et donc, ils nous ont évidemment formés à leur domaine, ça c'est le minimum vital, mais c'est vrai que dans l'autre sens, c'est pas systématique. Et du coup, ça me fait penser à vous, organisateurs de ces gamètes, peut-être dans une prochaine version, se dire « Ah, mon Dieu, mais pourquoi pas proposer une formation aux gens qui sont intéressés ?» Parce que visiblement, il y a des gens qui sont intéressés ici, qui font déjà des serious games, mais qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité de dire « Ok, maintenant on a des modèles, on enseignait le game design, ça fait 15 ans que ça se fait. » en France en tout cas, avoir 1 ou 2 journées de formation. Il y a eu le Gamaton, hein, donc voilà. Juste après, là, il va y avoir justement une forme de... Super, d'accord, bon, j'arrive en retard. Non, mais ceci dit, ça a manqué cette année. En fait, Emmanuel vient juste de réaliser que dans 51 semaines, il est là pour organiser un workshop sur les technos. Non, donc, mais voilà. Moi, je veux vraiment énormément rebondir là-dessus. J'ai essayé de le montrer. Pourquoi est-ce qu'on veut gamifier la communauté des créateurs de contenu? C'est qu'en fait, créer un contenu de game design, c'est super compliqué. C'est un vrai métier. Faire de la qualité, c'est vraiment difficile. Je veux dire, même nous, on est mis en difficulté. Donc, on a besoin d'enseigner, de transmettre le savoir pour que les experts métiers puissent avoir de fortes connaissances en game design. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on met nos outils à disposition payantes, mais quasiment rien, oui, 100 balles par mois, on va regarder, on va essayer. Et en fait, à 100 balles par mois, je ne vends pas. Par contre, quand je vends un module à 25 000 euros, où j'ai rien fait, hein, parce que c'est l'expert métier qui a tout fait, je l'ai accompagné pour écrire, et que je marge... j'ai vendu 1200 euros, 100 balles par mois pour 1 an, quoi. Le reste c'est quasiment de la marge. Hein. Ils sont super contents, ils trouvent ça pas cher du tout. Donc on a encore du boulot à faire là-dessus, mais effectivement, gamificateur d'experts, ouais, à mon avis, c'est l'avenir du serious game. Hein. Du coup, c'est moi qui pose une question par rapport à un modèle qui est un modèle industriel et pas que industriel, puisque le monde académique s'en sert à longueur de temps. Et ça boucle un petit peu sur une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que le modèle open source et la naïveté de croire que le gratuit existe n'est pas quelque chose qui aussi, dans cet univers de pratique qui est le vôtre très précisément, n'a pas quelque part un tout petit peu faussé la donne? Et ce que tu viens de dire sur 100 balles par mois, ça pique les yeux, alors que 25 kilos, on a l'impression qu'on a fait une belle ligne de commande. Est-ce que l'open source, quelque part, les modèles gratuits, les moteurs gratuits, les conneries gratuites, est-ce que quelque part ça n'a pas un tout petit peu biaisé la perception du passeur d'ordre? C'est une question super compliquée, je vais essayer de faire une réponse très courte. Oui. Si tu avais répondu autre chose, je pense que j'aurais vomi sur place. Maintenant, il faut essayer de comprendre... moi, le modèle économique vers lequel je vais aujourd'hui, c'est la gratuité auprès des créateurs de contenu. Je ne peux décemment pas faire payer un créateur de contenu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir me rémunérer en même temps que ce créateur de contenu. Bien sûr. Donc son contenu, s'il le met en Creative Commons à disposition de tout le monde, très bien. Moi, je peux faire payer l'accès à la plateforme parce qu'il y a des coûts d'hébergement, il y a ce genre de choses-là, donc on comprend. Enfin, je veux dire, voilà, l'utilisateur, quand c'est des petits coûts moindres comme ça fonctionne. Donc, voilà. Il faut réussir à pas dire que c'est du serious game. Hein, c'est une formation. Voilà. Et puis c'est sur les budgets formation, c'est tout. Voilà. Je viens d'apprendre que le CHU d'Angers a un budget annuel de formation de 3 millions d'euros. Oui, mais les RPS, la souffrance au travail, le burn-out... Formation. Ils en ont déjà en plus, donc c'est bon, ça rentre dedans. Je viens de passer 2 semaines à valider ça. Voilà. Mairie de Paris, ils ont 10 millions d'euros de budget annuel. Enfin, voilà, je commence à rentrer dans les budgets annuels de formation. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Donc c'est juste... Faut pas dire serious game. On arrête d'appeler ça Segamed. Voilà, hein, donc Jean-Marc. Voilà. Non, on appelle ça autrement. Voilà, c'est formation med voilà, interactive. Voilà. C'est vraiment le truc que tu as un succubus interactive, interaction 4D. Voilà. On est tous sur interactif. C'est ce principe d'interaction, peut-être de non-linéarité. C'est beau. À partir de là, on n'est plus du jeu et puis on peut tomber dans les bons budgets. Commentaires, questions, réactions par rapport à la présentation de Laurent, toujours
Il vous a anéanti à ce point ou c'est la petite baisse de tension postprandiale? Hélène? Oh là là. C'est un peu comme sa réponse à ma question. Ouais, moi, je fais une question qui dure 3 plombes et puis lui répond oui. Vous êtes intéressé? Vous êtes captivé? Si oui, je vous ai serious gamisé. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu prends pour rentrer chez toi? Succubus. Ah non, pitié. Le quart de ramassage. Il y en a plein. Moi, je fais du tagging et du ranking. Ah, tu es une king. Ouais. J'aime Lego. Lego, c'est mon meilleur jeu. Bon, en co-branding avec Ben, alors, Jean-Jacques, si tu permets. Succubus et Learning Magic. Mon personnage préféré. Analytics. Excellent. Bon, il y a des problèmes de droit d'auteur avec les ayants droit, là. Hein. C'est clair que... Bon, puisqu'il n'existe pas officiellement, celui-là, on va le garder, le Analytics. Dans le village gaulois, là-haut, à Nantes. Merci beaucoup.